Et d'ailleurs, elle vient de publier, ça vient juste de sortir, un volume qui s'intitule Politique de la mélancolie, hein, qui a été publié aux Presses du Réel en 2016. Elle a aussi, elle vient de donner à la presse, aux éditions Zoé, les lettres sur la littérature de Walter Benjamin, hein, l'ensemble des lettres parisiennes par lesquelles Benjamin informait ses collègues en Allemagne de l'actualité littéraire française. Et elle s'est consacrée en grande partie aussi, elle a consacré un bon nombre de ses travaux à Michaud. Elle a publié en 2014 un volume, et Claude évoquait cet épisode ce matin, le volume qu'elle a intitulé Mescaline 55 aux éditions Claire Pollan, donc 2014, et qui est le dossier, on peut dire, hein, philologique des expériences que Michaud avait faites avec Pollan et Madame Boissonnas autour de la drogue. Hein, donc c'est en plus un fort beau livre. Et la communication, l'exposé, la conférence qu'elle nous propose s'intitule, c'est une citation de Michaud, « Celui qui a cru être ne fut qu'une orientation ». Et donc après la conférence de Muriel Pic, on posera les questions et on fera une pause. Voilà, Muriel, c'est à toi. Merci beaucoup Martin pour cette présentation. Je suis un peu enrhumée, je dois dire, et j'ai une oreille bouchée, donc je maîtrise mal le volume de ma voix, donc si je parle trop doucement, faites-moi signe. Donc je voudrais vous parler aujourd'hui de cette notion d'orientation chez Michaud, comme l'indique la citation que j'ai choisie comme titre, hein, « Celui qui a cru être ne fut qu'une orientation », car cette notion d'orientation est présente dans l'œuvre de Michaud des premiers aux derniers ouvrages, où elle apparaît en son sens propre, géographique, comme en son sens figuré, disons philosophique. Dans Un barbare en Asie de 1933, l'orientation, c'est se tourner vers l'Orient par le voyage. Car, je cite, s'orienter, alors je ne cite pas Michaud, car s'orienter signifie en son sens propre trouver à partir d'une région céleste donnée, nous divisons l'horizon en 4 régions, les autres régions et surtout l'Orient. Définition qui est donnée au début de son ouvrage intitulé « Qu'est-ce que s'orienter dans la pensée ?» par Immanuel Kant. Dans Poteau d'angle de 1980, ouvrage placé sous le signe de la philosophie taoïste, et à ce titre résolument orienté vers l'Orient, Michaud se préoccupe d'une orientation morale, hein, on l'a dit à plusieurs reprises ce matin, mais aussi des positions et directions, des manières d'être qui apparaissent à travers son propos, qui sont l'expression de son être langagier, variant les points de vue, les postures pronominales et les tonalités. Une fois de plus, écrit Raymond Bellour, c'est la diversité des positions qui frappe et la capacité subtile de leur évolution à l'intérieur d'un même livre. Donc dans ce recueil, Poteau d'angle, adressant ses conseils et déconseils tant à soi qu'à l'autre, on peut lire la citation qui donne son titre à mon propos. « Celui qui a cru être ne fut qu'une orientation ». Michaud ajoute, dans une autre perspective, sa vie est nulle. Un peu plus loin, car une vie est faite de multiples orientations possibles, explique encore Michaud. Laurent a cité ce matin ce passage. Vivre fut un choix, plusieurs fois, des centaines de fois, mais principalement entre 5 ou 6 possibles, inducteurs de vies différentes, chacune réussie, gâchée, possible. Puis vient une question qui fait écho à la citation que j'ai choisie. Quel être t'es-tu mis à être ? Quelle orientation as-tu choisi ? Quel être t'es-tu mis à être ? Le nom être et le verbe être, réunis ici en une interrogation, reconduisent la question ontologique par excellence. Que signifie être ? Il est vrai que Michaud met constamment en doute les affirmations ontologiques, telles que « je suis, il est », et cela du recueil « Qui je fus » en 1929 au « Qui a cru être » de cette citation de Poteau d'angle. Mais cette fois-ci, dans cette citation, Michaud propose une alternative. Il substitue l'orientation à l'être. Je vais donc tenter de voir ce que cela signifie pour Michaud être une orientation. Ou, pour reprendre la perspective du colloque, que serait chez lui une éthique de l'orientation ? Si l'orientation est présente d'un bout à l'autre de l'œuvre de Michaud, elle trouve son principal développement dans les pages inaugurales du dernier essai de l'écrivain sur les drogues, intitulé « Les grandes épreuves de l'esprit et les innombrables petites »,
paru en 1966. Dans ces pages, desquelles je vais partir, Michaud fait l'expérience d'une désorientation. Il ne parvient plus à se repérer dans une pièce obscure. Cette expérience, il n'est pas le seul à la faire. Philosophes, poètes et hommes du commun l'éprouvent. Vous-même, vous l'avez éprouvé. À ce titre, elle fonde des conceptions philosophiques, esthétiques et cognitives, les trois parties, auxquelles je tenterai de confronter l'œuvre de Michaud. Dans ses ouvrages sur les drogues, Michaud constate que les hallucinogènes font perdre au sujet ses repères. « Toute drogue modifie vos appuis », écrit Michaud, à l'ouverture de Connaissance par les gouffres. Première phrase. L'appui que vous preniez sur vos sens, l'appui que vos sens prenaient sur le monde, l'appui que vous preniez sur votre impression générale d'être. Là est pour Michaud le principal intérêt de l'expérimentation des drogues. Perdre ses repères, se débarrasser de ses réflexes perceptifs, naviguer dans l'étrange, être possédé par le style de chaque drogue, être radicalement désorienté. Toujours dans Connaissance par les gouffres, Michaud écrit à propos de l'individu drogué. L'orientation complexe mais naturelle dans le monde de ses pensées, de ses souvenirs, toute pensée après 2 secondes est déjà un souvenir, il n'en est presque plus capable. Cette perte d'orientation dans l'espace intérieur, cette spatialisation du coup de la pensée, elle est expérimentée d'une manière radicale lorsque, sous hashish, Michaud est plongé dans le noir d'une salle de cinéma, aux premières lignes cette fois de l'ouvrage Les grandes épreuves de l'esprit. Je cite tout le passage. Un jour, au cinéma, après avoir pris du hashish, comme je suivais dans l'obscurité un film anglo-saxon, un manque inconnu, étrange, déplaisant, grandit en moi, bientôt intolérable. Il me manquait de savoir, quelque effort à la rechercher que je fisse, dans quelle ville au monde je pouvais bien être. Ce persistant manque dans la situation, excédant enfin mon plaisir et ma patience, je sortis. Dehors, ce n'était que Paris, rive gauche, tout bonnement. Allais-je rentrer dans la salle ? J'hésitais. Je renonçais. Affronter à nouveau ce noir sans repère ne me convenait pas. Sans doute, j'avais retrouvé la situation. Partie de la situation. Par moments, la situation. Mais insaisissablement, irrégulièrement, de 10, de 100 autres fois, j'allais la reperdant. Que se passait-il ? J'étais désorientée. Qu'est-ce à dire ? Désordonnément désorientée par désorientation multiple, incessante, incessamment différente, imprévisible, décontenancée par des interruptions d'orientation. Il me fallait bien le reconnaître, depuis ma naissance, j'avais passé le plus gros de mon temps à m'orienter. Obligatoirement vigilant, frappé sans trêve par les éclats, les chocs, les appels qui de toutes parts signalisent, avertissent, alertent, j'avais, comme tout homme, été tenu depuis toujours de faire le point, plusieurs fois à la seconde de le faire, de le refaire, navire au milieu de l'étranger, contraint à ces indispensables opérations pour me maintenir en état de connaissance de la situation indéfiniment changeante. Voilà à quoi capitalement, prioritairement s'occupe l'intelligence, non à des lectures, des études, des examens. Je n'en revenais pas. Michaud découvre ici que penser, c'est s'orienter, et non pas étudier. Il s'inscrit alors dans une tradition philosophique où l'expérience d'être plongé dans le noir, sans repère, en se demandant quelle direction suivre, conduit à penser l'orientation dans l'espace mental. La suspension de la perception du monde extérieur devient une expérience philosophique dont Kant, j'ai déjà cité, mesure les enjeux dans son texte « Qu'est-ce que s'orienter dans la pensée ?» Donc il faut reprendre un peu cette tradition de l'orientation philosophique à partir de Kant. Pour répondre à cette question, qu'est-ce que s'orienter dans la pensée, le philosophe commence par poser le problème de savoir s'orienter en général dans un espace donné, en l'absence de tout critère particulier qui puisse guider cette opération. Il recourt alors à l'exemple de la traversée d'une pièce pleine d'obscurité. Expérience racontée avant par Michaud. Pour m'orienter dans l'obscurité en une pièce que je connais, il me suffit de pouvoir saisir un seul objet dont la place m'est demeurée en mémoire. Rien, évidemment, ne me vient ici en aide, si ce n'est cette faculté de déterminer une situation par un principe de différenciation subjectif. En effet, je ne vois pas du tout les objets dont je dois trouver la place.
Je ne pourrais certes pas me reconnaître dans une chambre aux parois identiques si quelqu'un, par plaisanterie, avait déplacé tous les objets, laissant le même ordre entre eux, mais posant à gauche ce qui auparavant se trouvait à droite. Mais bientôt, grâce au sens inné de la distinction entre mes deux côtés, le droit et le gauche, je pourrais m'orienter. S'orienter dans le noir, dans le péril du noir, là où la nuit remue, c'est projeter autour de soi, en vertu d'une nécessité intérieure, d'une raison pratique, dira Kant, un espace hypothétiquement déterminé par la gauche et la droite. Car dans le noir ne reste plus au sujet, commente Pierre Macheret, je cite, que la conviction intérieure inaliénable qu'on a soi-même une droite et une gauche. Et c'est en prenant appui sur cette intime conviction qu'on parvient à reconstituer avec les moyens du bord un espace hypothétique dans lequel, avec une extrême prudence, on se risque à se déplacer à l'aveugle. Sans repère objectif, on s'oriente donc en fonction de la position de son propre corps, pour Kant, site fondamental à partir duquel on habite le monde. Dans son expérience au cinéma, Michaud renonce lui à s'orienter dans le noir sans repère. Il ne retourne pas dans la salle de cinéma, mais il constate l'importance de l'orientation pour l'être, puisque depuis ma naissance, j'ai passé le plus gros de mon temps à m'orienter. Toutefois, force est aussi de constater que ce besoin d'orientation que pointe Michaud en l'homme, l'écrivain s'emploie continuellement à le dérégler. Et il opère ce dérèglement par la remise en cause du sujet comme site fondamental que postule Kant. Car qu'est-ce donc que ce sujet coupé du monde que présuppose Kant ? Telle est la question que pose Heidegger au texte de Kant en jouant le mauvais plaisantin dans le paragraphe 23 de Sein und Zeit, paru en 1927. Je cite, « Supposons que je pénètre dans une chambre familière. » On va entrer plusieurs fois dans des chambres noires, en fait. On va même faire que ça. « Supposons que je pénètre dans une chambre familière, mais obscure, où, durant mon absence, tout a été déplacé de telle manière que ce qui se trouvait à droite se trouve maintenant à gauche et inversement. Si je cherche à m'y orienter, le sens inné de la distinction entre les deux côtés ne me sera d'aucun secours aussi longtemps que je n'aurai pas repéré un objet déterminé, dont Kant note au passage que sa place m'est demeurée en mémoire. L'interprétation psychologique selon laquelle le moi a conservé quelque chose en sa mémoire vise au fond la constitution existentielle de l'être au monde. Que l'on soit orienté selon la droite et la gauche se fonde dans le fait que l'être là est essentiellement doué d'orientation, ce qui, à son tour, est une détermination essentielle de l'être au monde. Mais le fait d'être a priori orienté selon la droite et la gauche se fonde sur l'a priori subjectif de l'être au monde. Et ce dernier a priori n'a rien à voir avec une détermination qu'on limiterait d'abord à la détermination d'un sujet dénué de rapport au monde. Donc Heidegger refuse qu'il y ait un site fondamental, que le sujet soit un site fondamental fixé, finalement, par la conviction intime ou par la raison pratique. Donc pour Heidegger, Kant se borne à faire de la psychologie en établissant un sujet a priori, prédéterminé dans sa position par sa mémoire et comme fixé hors de l'espace. La conception kantienne d'un sujet sans monde, weltlos, structuré en lui-même et autonome par rapport au monde qu'il habite, n'est pas tenable. Pour Heidegger, si l'être là est essentiellement doué d'orientation, c'est comme être au monde. La question de l'orientation engage alors une phénoménologie de l'être là comme être au monde, et la véritable difficulté de l'orientation pour Heidegger est que l'on ne peut pas mettre à distance le monde dans lequel le moi est engagé. Problème typique chez Michaud. On ne peut pas mettre à distance le monde parce que le moi y est engagé. L'intérêt de l'expérience d'être plongé dans le noir est alors pour Heidegger cette saisie ontologique du moi, ne pas pouvoir se dépêtrer du monde, comme sujet phénoménologique. Werner Stegmaier, dans sa philosophie der Orientierung, note que le terme Orientierung, mais Heidegger utilise aussi Ausrichtung, est parfois concurrencé par celui de Weltanschauung. Ce dernier terme apparaît au moins à 2 reprises chez Michaud. Vision du monde, Weltanschauung.
Il apparaît notamment dans le poème « Quelqu'un quelque part », où Michaud écrit « Quelqu'un, il a aussi sa Weltanschauung », sa propre vision du monde, sa propre image de soi et du monde, cet espace dont on n'arrive pas à se dégager. Être quelqu'un, c'est donc être dans cet espace dont on ne peut sortir, c'est être une orientation. Dans la phénoménologie de la perception, parue en 1945, Merleau-Ponty se penche à son tour sur l'expérience de l'espace, en précisant que selon Kant lui-même, elle est la dernière instance de toutes les connaissances touchant l'espace. Il faut cette expérience de la nuit pour pouvoir penser l'espace. Merleau-Ponty affirme à son tour que pour comprendre la question de l'espace, il est impossible de vouloir se retirer dans une perception hors du monde, sans monde, Weltlos. Les relations que désigne le mot espace, je le cite, ne vivent que par un sujet qui les décrit et qui les porte, en passant de l'espace spatialisé à l'espace spatialisant. Dans le premier cas, l'espace spatialisé, mon corps et les choses, leur spatialité concrète selon le haut et le bas, la droite et la gauche, le proche et le lointain, peuvent m'apparaître comme une multiplicité irréductible. Dans le second cas, l'espace spatialisant, je découvre une capacité unique et indivisible de décrire l'espace. L'expérience perceptive montre ainsi, selon Merleau-Ponty, je le cite, que l'être est synonyme d'être orienté. C'est exactement la découverte que fait Michaud dans la salle de cinéma. Et que l'espace se précédant toujours lui-même est un espace phénoménal orienté. Qu'est-ce que Michaud va en faire de cet espace phénoménal orienté dans sa poétique et son esthétique? C'est ce qu'on verra dans la deuxième partie. Il faut encore rappeler que dans ce passage sur l'orientation, qui est le début du chapitre sur l'espace dans la phénoménologie de la perception de Merleau-Ponty, ce dernier rapporte aussi des expériences faites par le psychologue George Malcolm Stratton, consistant à doter des sujets de lunettes qui redressent les images rétiniennes, autrement dit des lunettes qui leur présentent une vision inversant le haut et le bas. Des lunettes renversantes, on va dire. Après un jour avec ces lunettes, la perception normale se rétablit, mais le sujet a le sentiment que c'est son propre corps qui est à l'envers. Cette situation de désorientation, Michaud va la faire sienne dans Bras cassés de 1975, consacré au récit de sa fracture du bras droit, où il cite justement au début, en introduction, les expériences faites avec des lunettes renversantes rapportées par Merleau-Ponty. Car pour Michaud, en effet, les souffrances, je le cite, créent elles aussi des perceptions déroutantes, et plus particulièrement des perceptions désorientées. Et il cherche continuellement cette désorientation, par les drogues ou par l'observation de la maladie. Ainsi, Michaud, après une chute renversant les pieds en l'air, il la décrit vraiment comme ça au début de Bras cassés, est privé de son bras droit, localisation intérieure dont il comprend qu'elle oriente en réalité ses gestes et ses activités. Il se retrouve donc désorienté. La différence entre le côté gauche et le côté droit est alors l'objet d'une méditation de quelques pages sur le ménage gauche-droite qu'est tout homme. Son bras droit immobilisé, il se sent désorienté, mais finit par se rendre compte de la présence en lui d'un être gauche, on vient d'en parler, sans style inculte. Un homme gauche qui se situe dans son bras gauche, avec lequel il est maladroit, malhabile. Il découvre ainsi, dans le ménage gauche-droite, au moment où l'équilibre en est brisé, je le cite, un balancier qui donne sa valeur à l'insitué face au situé, à l'indéterminé face au déterminé. L'expérience de désorientation qu'il a faite le conduit ainsi à envisager cet équilibre, cette polarité, comme un principe universel. L'ensemble droite-gauche, une des nombreuses divisions de l'être, nous dit-il, division à garder qui est aussi réunion. Elle est peut-être pour quelque chose dans les grandes synthèses et théories du monde qui s'harmonisent avec l'être de l'homme. Le partage gauche-droite s'impose donc comme un principe d'orientation, perdu à certaines occasions, maladie, prise de drogue, un principe d'orientation au sein du monde dont on ne peut se dépêtrer, et davantage encore d'harmonie avec ce dernier
dans la perte même de toute individualité au profit d'un principe universel. Michaud se réfère alors en dernière instance à la philosophie indienne du Purusha Prakriti, où la connaissance de l'être exige l'équilibre des contraires, droite-gauche, manière pour Michaud de se tourner encore vers l'Orient pour s'orienter au moment même d'une expérience de désorientation. Après avoir replacé l'expérience de Michaud dans cette tradition philosophique, et il y aurait beaucoup plus de choses à tirer de cet ensemble, revenons encore à la découverte qu'il fait dans la salle de cinéma pour entamer le deuxième moment de notre réflexion. On peut la formuler simplement, encore une fois, cette découverte. L'homme cherche continuellement à s'orienter. Penser, c'est s'orienter. Cette découverte, elle a lieu dans une salle de cinéma, alors que les images d'un film anglo-saxon défilent devant lui, sans pouvoir néanmoins vaincre l'emprise du noir. Comme si l'expérience propre du spectateur au cinéma n'était pas tant le film que la suspension des repères spatio-temporels qui s'opèrent durant la durée de ce dernier, ce que l'artiste Robert Smithson nommait un trou dans la vie. L'expérience esthétique d'être au cinéma devient ainsi une expérience de désorientation, sous la plume de Michaud, la plongée dans un trou noir. Sur ce point, il faut se souvenir d'une expérience que narre ce proche ami de Michaud, qui était Paulan, dans son texte de 1958. Un texte intitulé « Petite aventure nocturne », où là aussi l'expérience de désorientation devient une expérience esthétique. Après une soirée chez des amis, Paulan rentre chez lui et il entreprend de traverser son atelier dans l'obscurité pour ne pas réveiller sa femme qui dort. Il allume brièvement la lumière pour se remémorer la disposition des obstacles, puis commence sa traversée kantienne de l'espace. Je me lançais en pleine nuit, d'abord très vite, puis de plus en plus lentement. Dans quel espace ? Ici, tout me concernait, tout m'était passionnant, tout m'était diablement vrai. Ici, tout était imminent, hérissé de pointes, creusé de vides, labouré de failles et de fentes. Au bout d'un moment, lui vient un curieux sentiment. C'est que j'avais traversé, dit-il, l'espace d'un tableau moderne. J'étais précisément entré dans une toile de Braque ou de Picasso et je venais d'en sortir. On me dira que je n'y voyais pas, mais si, j'avais parfaitement vu tous mes obstacles. On eût même dit que je les voyais de tous les côtés à la fois. Car enfin, j'en reconnaissais à présent le dos et les côtés aussi bien ou aussi mal que la face, et le dessous de la table ne m'était pas moins familier. Je ne m'étais pas contenté de leur aspect, c'est leur inspect que je tenais. Je m'en étais imprégné. Je ne contemplais pas l'espace de mon atelier, j'y étais tombé. Je m'y trouvais pris. Je me voyais avancer entre des cubes et des sphères. J'avais en quelque façon transformé moi-même en compas et traité mon atelier par l'angle et la circonférence, et simplement restait-il à s'accommoder de ses pointes et de ses rondeurs. Le moi désorienté de Paulan, tenu de traverser la pièce, va donc s'orienter en géométrisant l'espace. Ce moi compas, entièrement voué à l'orientation sur un mode mathématique, invente un espace que Paulan compare à un tableau cubiste. L'expérience de désorientation, donc, est bien une expérience esthétique ici. Car dans les deux cas, quand on est plongé dans le noir et quand on est face à un tableau cubiste, on voit, je cite Laurent Génie, le dessous du guéridon que nous ne voyons pas dans la réalité, mais dont nous savons qu'il existe, l'autre face des choses, par laquelle mentalement nous les complétons. Je vous renvoie aux pages consacrées à ce passage de Paulan dans la vie esthétique, qui sont formidables. Cette aventure nocturne relève alors du principe que plus il fait noir, mieux on y voit. En l'occurrence, la face cachée des choses, le dessous du guéridon, par exemple, ou les côtés. Si l'expérience esthétique est aussi pour Michaud une manière d'entrer dans les tableaux, comme on tâtonne à l'aveugle dans une chambre noire, il dit entrer dans les tableaux de Klee, il dit aussi se vautrer dans ses propres toiles. Il cherche aussi à montrer la face cachée de l'homme, le dessous du guéridon. Je voudrais dessiner les effluves qui circulent entre les personnes, peindre l'espace de l'homme. La nuit remue travaille aussi cette question où le rêve est la face obscure rendue visible. Tout au long de son œuvre, le noir est pour Michaud une expérience poétique et esthétique fondamentale. Pour le moment, je peins sur des fonds noirs, hermétiquement noirs,
Le noir est ma boule de cristal. Du noir seul, je vois la vie sortir. Lorsqu'il reviendra sur cette période de sa création dans Émergence-Résurgence, en 1975, Michaud affirmera « L'œuvre doit rester le black box. Elle doit avoir ce tempérament de nuit qui désoriente celui qui la reçoit. » L'expérience du noir est bien une expérience de désorientation philosophique et esthétique. D'autres auteurs, d'ailleurs, travaillent ce paradoxe de la nuit, que l'on pense à Compagnie de Beckett, par exemple, où il est couché sur le dos dans le noir. Ou encore à l'injonction de Joyce dans Ulysse, « Fermons les yeux pour voir », dont l'analyse constitue l'ouverture de l'ouvrage de Georges Didier Huberman, « Ce que nous voyons, ce qui nous regarde », avec cette réciprocité qui fait l'expérience esthétique. L'expérience de désorientation nocturne est également fondatrice chez un artiste comme Tony Smith, qui sculpte uniquement des cubes noirs, dont l'un, daté de 1961, est intitulé « The Black Box ». Smith raconte comment son art a été résolument changé par une expérience nocturne, et de là il a commencé à ne faire que des cubes noirs. C'était une nuit sombre et il n'y avait pas d'éclairage, ni de signalisation sur les côtés de la chaussée, ni de lignes blanches, ni de glissières de sécurité, ni quoi que ce soit, rien que l'asphalte qui traversait un paysage de plaine entouré de collines au loin, ponctué par des cheminées d'usines, des pylônes, des fumées et des lumières colorées. Ce parcours fut une expérience révélatrice. Ce pouvoir de la nuit à désorienter et à révéler un autre espace n'est pas seulement le fait de sa vertigineuse profondeur. C'est surtout en termes de profondeur qu'on a analysé cette question de la nuit comme expérience esthétique. C'est surtout son pouvoir de désorientation, à propos duquel Merleau-Ponty, il faut revenir encore une fois à lui, explique qu'il se fonde sur la perte de nos réflexes perceptifs. Quand le monde des objets clairs et articulés se trouve aboli, notre être perceptif, j'ai du mal avec ce terme aujourd'hui, notre être perceptif, amputé de son monde, dessine une spatialité sans chose. C'est ce qui arrive dans la nuit. Elle n'est pas un objet devant moi, elle m'enveloppe. Elle pénètre par tous mes sens, elle suffoque mes souvenirs, elle efface presque mon identité personnelle. Je ne suis plus retranchée dans mon poste perceptif pour voir défiler à distance les profils des objets. La nuit est sans profil, elle me touche elle-même et son unité est l'unité mystique du mana. Le mana, à cette époque, est une notion analysée par Mauss chez les peuples mélanésiens dans son esquisse d'une théorie générale de la magie, et c'est une force contagieuse et unificatrice, comme la nuit. Elle établit une perte de limite entre le sujet et le monde, entre le visible et l'invisible. Elle procède au dépouillement de ce qui permet d'établir l'identité du moi. Autant dire que c'est exactement ce que cherche comme expérience Michaud, cette perte de soi. Toujours dans les grandes épreuves de l'esprit, Michaud narre une seconde expérience nocturne, bien plus radicale dans sa désorientation que la première. Michaud, ayant une nouvelle fois absorbé du cannabis indica, se retrouve à la montagne face au ciel étoilé. Un ciel noir s'étendait, partout avec beaucoup d'étoiles. Je m'y abîmais. Ce fut extraordinaire. Instantanément dépouillé de tout, j'entrais en espace. Dépouillé, je filais, projeté. Dépouillé de possession et d'attributs. Dépouillé de tout recours à la terre. Délogé de toute localisation. Dépouillement invraisemblable qui semblait presque absolu tant j'étais incapable de trouver quelque chose qu'il ne m'eût pas ôté. Le ciel n'était pas une coupole, la terre n'était plus un soubassement. Il n'y a ici plus ni haut ni bas. Il n'y a plus qu'un océan, dit-il, de ciel. Un océan en tous sens, désorienté, dans lequel le sujet se perd dans, je le cite, une extase d'espace. Michaud est tombé dans le ciel étoilé comme Paulan tombait tout à l'heure dans l'espace d'un tableau cubiste. Et le ciel est tombé en lui. Si l'expérience de désorientation est devenue ici une expérience spirituelle, comme déjà la perception de l'universel équilibre de la droite et de la gauche, finalement, à la fin de Bras cassés, elle détermine aussi une posture éthique et esthétique. Puisque ce dépouillement, une sorte de vœu de pauvreté de ses possessions, est aussi un dépouillement des repères, de l'ordre de celui qui doit produire le black box de l'œuvre, nous faire perdre les repères. Mais l'expérience de désorientation du black box ne se cantonne pas seulement à la nuit chez Michaud.
Elle s'impose aussi dans cette expérience de lancer des traits sur une page blanche, ligne dont l'aventure est d'être désorientée. Michaud revient sur ce point à plusieurs reprises en référence aux dessins d'enfants qui permettent de saisir l'état de désorientation premier que produit la page blanche. Quelques traits d'un seul élan sans fléchir font des lignes droites, et les droites font naturellement des maisons assez approchantes, avec portes, fenêtres et toits. Ce n'est pas difficile. On y ajoute le chemin, sinueux de préférence, amusant à faire, si parlant comme trajet, et aussi comme élément premier d'orientation. Donc on dessine une ligne et la page s'oriente. Pour Michaud comme pour Klee, chez lequel il retrouve ce problème enfantin, comment j'oriente la page, il ne s'agira pas en fait de l'orienter en fonction d'une ressemblance réaliste que cherche l'enfant à un objet du monde, mais d'organiser explicitement la désorientation pour produire le mouvement, pour trouver la force d'une foule en course libre. La force de forme en soulèvement, en révolte contre on ne sait quoi. Certains, regardant ces peintures, dit Michaud, croient y voir des batailles, mais des batailles désorganisées, d'un désordonné comme on n'en vit jamais, d'une dislocation indéfiniment continuée, différente en toute direction et toute plausible. Multiplier les orientations possibles est alors l'un des modes de la désorientation. Mais Michaud propose aussi de mettre la nature à l'envers. La nature est un tableau que seul le peintre peut mettre à l'envers, lui enlevant son règne, le règne de son perpétuel endroit. Il entreprend aussi de malmener l'homme en désorientant sa forme. Sans tête, tête en bas, tête massue, tête à l'emporte-pièce, homme écartelé se ruant vers on ne sait quoi. Je suis où au niveau du temps? C'est désorientant. Désorientant Non, ça va. on peut le dire de temps en temps. Mettre une tête dans un autre sens, direction, à l'envers, lui permet également de changer de sens, signification. De la sorte, dit Michaud, la tête qui n'est plus sur les épaules prend un sens nouveau, un sens qui ne tient plus aux épaules, au corps, à la famille, à la société, à l'époque. Le sens que cette tête y avait se répand autrement. C'est également ce qu'explique encore Merleau-Ponty, toujours dans la phénoménologie de l'esprit. Le regard qui parcourt un visage ne le reconnaît que s'il en rencontre les détails dans un certain ordre irréversible. Il faut que le sens même de l'objet, ici le visage et ses expressions, soit lié à son orientation, comme le montre assez la double acception du mot sens. Direction et signification. Si je regarde un visage à l'envers, poursuit le philosophe, il devient monstrueux, ses expressions effrayantes. J'ai devant moi une tête pointue et sans cheveux qui porte au front un orifice saignant et plein de dents. Il décrit là des têtes comme on en trouve dans les peintures de Michaud. Changement de sens et de direction, toutes plausibles, désorientation et réorientation multiples, l'expérience esthétique que décrit Michaud à propos de ses propres dessins se joue donc dans la continuelle dialectique de l'orientation et de la désorientation. Les visages désorientés qui peuplent sa peinture éprouvent continuellement l'espace d'une page sémiotiquement animée par des figures. Ce faisant, ces figures posent la question de la perception de l'œuvre, comment je vais percevoir ces désorientations, mais aussi la question de la connaissance à laquelle elles se rapportent. Mon troisième temps. Donc revenons encore une fois aux premières pages de l'ouvrage « Les grandes épreuves de l'esprit », où Michaud découvre le caractère, selon lui, fondamental de la pensée. C'est à s'orienter dans le monde que sert et s'occupe d'abord l'intelligence et non à lire ou à analyser, activité secondaire. Autrement dit, l'exercice de pensée est d'abord un acte d'orientation avant même d'être un acte d'interprétation. Acte d'orientation que peut d'ailleurs faire un imbécile ou un idiot, enfin qu'il fait nécessairement. Donc d'abord un acte d'orientation avant d'être un acte d'interprétation. Et cela pour une bonne raison. Il sert à prévenir le péril, à anticiper le danger. Ce que Michaud explique bien. Obligatoirement vigilant, frappé sans trêve par les éclats, les chocs, les appels qui de toutes parts signalisent, avertissent, alertent, j'avais, comme tout homme, été tenu depuis toujours de faire le point, plusieurs fois à la seconde de le faire, de le refaire, navire au milieu de l'étranger, contraint à ces indispensables opérations pour me maintenir en état de connaissance de la situation indéfiniment changeante. Plongé dans le noir, le sentiment du danger est redoublé.
Kant cherche de l'aide dans sa mémoire pour se repérer. Paulan est confronté à des obstacles différents, hérissés, creusés, et la nuit remue est sans cesse animée de combats. Georges Poulet a consacré un article à cette question de l'espace hostile chez Michaud. Espace du dedans à explorer, dedans et du dehors à explorer comme une terre inconnue et dangereuse, zone de soi à traverser comme plongée dans la nuit la plus profonde. S'orienter, donc ici, c'est prévenir le danger. C'est connaître le danger. Le philosophe, là, il faut que je fasse un petit détour. Le philosophe Wolfram Augrebe, dont les travaux sont inédits en français à ce jour, s'interroge sur les techniques d'orientation dans leur fonction de prévoyance, de prévision, de prédiction, d'annonce du péril, en un mot, comme il les appelle, dans leur fonction mantique. Il faut souligner que l'œuvre de Augrebe est dédiée à la réhabilitation du savoir prémoderne de la mantique. Dans son essai Métaphysique und Mantik, il montre pourquoi la mantique ne se laisse pas réduire à une préhistoire de l'herméneutique textuelle moderne, notamment gadamérienne, mais constitue une modalité différente qui n'est pas tant une affaire d'interprétation du monde que d'orientation au sein du monde. Pensée par orientation. Confronté à un milieu contingent dont il ignore tout, l'individu doit être prévoyant, rappelle Augrebe. Il doit voir le danger en avance. Dans un article de 2007, le philosophe explique que la mantique est née du flair des animaux, qu'elle a fondé ensuite la sapienza de l'Homo sapiens et la science des premiers chasseurs. L'orientation relève ainsi d'une sensibilité mantique, mantische Sensibilität, selon lui innée, car elle participe des réflexes de défense. Cette sensibilité s'éveille lorsque nous nous trouvons, je cite, dans une situation risquée, par exemple dans l'obscurité d'un environnement inconnu, difficile à cerner pour nos sens et que l'on ressent un sentiment de malaise. Donc pour Augrebe, être plongé dans le noir, c'est sentir s'éveiller notre sensibilité mantique pour prévenir le danger. Une connaissance par l'orientation. Mais Augrebe explique encore que cette sensibilité mantique, qui s'éveille au moment du danger, nous conduit aussi à lire le monde et ses signes d'une manière toute différente. En effet, notre perception change radicalement selon la situation où nous nous trouvons, rassurante ou périlleuse. Vous êtes sur une autoroute, vous n'avez plus d'essence, vous ne regardez pas les panneaux de la même façon que quand vous avez le plein. Je ne sais pas si c'est l'exemple le plus poétique que je pouvais trouver, mais c'est celui qui est venu. En effet, donc, notre perception change. Et je cite ici un extrait de Métaphysique und Mantik. Aujourd'hui encore, nous n'interprétons pas de la même manière quand nous lisons un livre dans notre fauteuil et quand nous cherchons à nous orienter dans l'obscurité au milieu d'un environnement inconnu. Les bruits prennent dans ce dernier cas une toute autre valence et influent puissamment sur notre comportement. Deux instances plus précisément prennent sens dans ces situations périlleuses. Ce sont premièrement les indices fournis par le vague arrière-plan visuel et sonore. On cherche des indices pour se repérer, desquels nous retirons un certain nombre d'informations. Deuxièmement, le mélange de sentiments paniques qui agissent sur notre comportement. Aussi distingue-t-on depuis l'Antiquité deux formes d'interprétation mantique. La première est appelée technique ou inductive et consiste à interpréter correctement les signes naturels significatifs pour notre comportement dans une situation à risque. On prédit l'avenir pour éviter le danger, en lisant les signes. Les oiseaux passent à droite ou à gauche. La deuxième forme est la mantique naturelle. Elle interprète les émotions qui surgissent en nous et qui, lorsqu'elles se déchargent d'une manière totalement incontrôlée dans le rêve, l'ivresse ou l'extase, appellent à leur tour l'interprétation. La mantique technique ou inductive, vouée à l'interprétation de ces signes naturels, qu'on appellera plus tard omina, était initialement basée sur une connaissance de la nature alimentée depuis des millénaires par les expériences faites dans un environnement favorable ou hostile. Cette sorte de mantique fait usage d'une pratique inductive excessivement élargie. Fin de citation. Pour Augrebe, il faut donc deviner pour s'orienter. Et si c'est le modèle de la première forme d'interprétation mantique des signes naturels qui nous intéresse pour la question de l'orientation, on n'oubliera pas les multiples formes de possession qui suscitent chez Michaud des exorcismes. Et se rapporte à cette deuxième forme de mantique. Dans les fables nocturnes de Michaud, où les repères se perdent et les périls se multiplient, le sujet constamment observe.
sa perception soumise aux imaginations de la peur qui l'engage à lire les signes sur le mode de l'interprétation mantique plutôt que sur le mode de l'interprétation textuelle, c'est-à-dire en s'orientant plutôt qu'en cherchant à produire un sens. Pour Michaud, je le cite, « Tout ce qui est à savoir est dans le noir, et c'est dans la nuit que l'humanité s'est formée. » Il ajoute encore, « C'est de la nuit que parle l'important, le périlleux, conséquemment la peur, l'inexpliqué, le non rattaché à des causes visibles, le surprenant, l'inattendu, l'attaque par surprise, l'extraordinaire. Ce qui sort du néant et non d'une mer ou d'un lien causal. » Une question donc s'impose ici. La connaissance par le noir, par le péril, par les gouffres dont parle Michaud, ne relève-t-elle pas de cette sensibilité mantique dont parle Augrebe ? Cette connaissance par le noir et la désorientation, elle donne en tout cas lieu chez Michaud à une recherche sur les signes, décrite sur le mode de la lecture des traces et du flair, la méthode de l'orientation et de la divination. La recherche n'est-elle pas, dit-il, acte du monde animal, du monde chasseur ? J'essaye d'enlever un peu des morceaux. Cette remarque, qui n'est pas sans anticiper le postulat d'un paradigme indiciaire chez Ginsburg, explique en partie le rejet d'une lecture linéaire chez Michaud, au profit d'une lecture se fondant sur le mode perceptif de l'orientation au sein du monde. Les livres sont ennuyeux à lire, dit-il. Pas de libre circulation, pas de désorientation possible, autrement dit. On est invité à suivre, le chemin est tracé, unique. Tout est balisé ici de gauche à droite. Le tableau, lui, incite à se perdre. Il offre 1000 trajets. Il donne tout, mais rien n'est connu encore. C'est ici qu'il faut vraiment commencer à lire, dit Michaud. C'est en effet dans l'inconnu, toujours périlleux, qu'il faut lire les signes pour s'orienter, approcher le sens sur un mode mantique, pour les tableaux. C'est là qu'il faut mettre en place une lecture par l'espace et non par la linéarité. C'est là encore qu'il faut libérer les signes de l'espace du livre pour qu'ils puissent se dresser dans un tableau. Pour Michaud, les dessins, en ce qu'ils échappent au linéaire et suscitent la possibilité d'une désorientation, sont un langage nouveau, tournant le dos au verbal. En tournant le dos au verbal, en s'orientant dans une autre direction que celle de l'écriture, Michaud s'oriente encore vers l'Orient et rencontre les idéogrammes. Il rappelle d'emblée qu'ils ont été comparés à des passages d'insectes à d'inconsistantes traces de pattes d'oiseaux dans le sable. Car l'origine de l'écriture chinoise ne se rapporte pas à une révélation, nous explique Bellour. Elle est attribuée à des personnages mythiques qui savaient lire les secrets de la création dans le ciel, dans les constellations et sur terre, dans les traces, laissées par les oiseaux dans le sol. Toujours dans son ouvrage « Idéogrammes en Chine », Michaud décrit les idéogrammes comme entièrement désorientés, traits dans toutes les directions, en tous sens, des virgules, des boucles, des crochets, des accents. Ces derniers suscitent alors en Michaud la nostalgie ou le vœu d'une lisibilité archaïque, divinatoire, qui, en déjouant leurs apparentes lisibilités, renouerait avec la lecture mantique des traces, se trouvant à leur origine. Si Michaud s'inscrit dans une philosophie de l'orientation, c'est donc en s'appropriant une expérience qui permet de réaliser notre engagement dans l'espace et de situer la question de l'être dans une compréhension spatiale et phénoménologique du soi. Avant d'être, nous sommes chacun une orientation. Mais pour Michaud, être une orientation modifie aussi la perception esthétique. Là où le rapport entre intérieur et extérieur est philosophiquement modifié pour le sujet qui fait l'expérience de la nuit, le rapport à l'œuvre d'art l'est aussi. Il ne s'agit plus de la voir, mais d'en éprouver par le corps l'espace. Enfin, être une orientation, c'est se tenir toujours devant un inconnu, un envisagé, un rêvé, tendre vers une apparition, la révélation d'un sens. C'est se tourner du côté du non-savoir, avec son danger, plus exactement de ce qui n'est pas encore su. Ce dernier point présuppose alors qu'être une orientation pour Michaud n'est plus seulement une question d'espace, mais aussi de temps. Être une orientation, c'est en effet ne pas avoir encore réalisé un destin, être encore devant un possible et se tenir dans son imminence future, sa fiction probable, en soi peut-être devinée. Telle semble être en tout cas l'orientation temporelle propre à Michaud, qui dans Émergence-Résurgence déclare « l'artiste est d'avenir ». Je vous remercie.